$1850 par mois. C'est le coût moyen dans le monde pour travailler avec un expert du secteur privé titulaire d'un doctorat. Aujourd'hui, grâce à OpenAI et depuis le 12 septembre 2024, on a dans la poche, et seulement pour $20 par mois, l'équivalent d'un Bac+8 et plus encore, directement intégré à ChatGPT. OpenAI a annoncé la sortie d'une toute nouvelle série de modèles de langage rebaptisés OpenAI O1 parce qu'ils marquent une avancée significative en termes de capacité d'intelligence artificielle. Et cette nouvelle série de modèles de langage se distingue des anciennes d'OpenAI parce qu'elle est cette fois-ci faite pour le raisonnement complexe. Là où les anciens modèles fournissaient des réponses rapides, un peu comme si on réchauffait un plat au micro-ondes, la série O1 prend son temps et laisse cuire lentement afin de traiter des problèmes bien plus complexes et d'obtenir des résultats plus élaborés. Ils ont testé les modèles dans un examen de qualification à la prestigieuse Olympiade internationale de mathématiques. GPT-4o n'a résolu que 13% des problèmes, tandis qu'en comparaison, le modèle O1 a résolu 83% des problèmes. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette grande différence ? Eh bien, figurez-vous que l'équipe d'OpenAI a été très ingénieuse. Ils ont évidemment ajouté plus de calculs lors de l'entraînement de ce modèle, mais pas seulement. Ils ont aussi ajouté du calcul lorsque le modèle réfléchissait à répondre à une instruction donnée. Et c'est ça la grosse nouveauté. Plus O1 apprend, plus il devient performant. En fait, il s'améliore non seulement grâce à l'augmentation de la puissance pendant son entraînement, mais aussi grâce au temps qu'il passe à réfléchir pendant l'inférence, c'est-à-dire lorsqu'il est mis à l'épreuve. Ça signifie qu'au-delà de simplement lui donner des données et espérer qu'il comprenne, O1 bénéficie d'un processus continu, ce qui l'aide à ajuster ses réponses en temps réel, et c'est ce qui le rend plus précis. Il est donc capable de générer un peu comme les humains, ce qu'ils ont appelé des chaînes de pensée. Il affine son raisonnement, se questionne, reconnaît ses erreurs, et c'est ce qui augmente considérablement ses performances. Dans le modèle O1, on peut faire une analogie intéressante avec la théorie des systèmes de pensée 1 et 2. Élaboré par Daniel Kahneman dans son ouvrage Thinking Fast and Slow, Système 1 et Système 2, les deux vitesses de la pensée. Kahneman explique que notre cerveau fonctionne de deux manières. Le système 1, qui est rapide, intuitif, basé sur les réflexes, mais souvent biaisé. Et le système 2, qui est lent, analytique, demandant plus d'efforts, mais permettant de résoudre des problèmes complexes. Prenons un exemple simple, si on vous demande combien font 2 plus 2, votre cerveau réagit de manière automatique et intuitive avec une réponse immédiate, 4. Ça, c'est le système 1 en action, rapide et instinctif. Mais si on vous demande de calculer 23 plus 48, c'est une autre histoire. Votre cerveau doit prendre quelques secondes pour réfléchir, là, on utilise le système 2. Le système 2 demande un peu plus d'efforts et de temps, mais c'est ce qui permet d'avoir une réponse plus précise. Dans cette même logique, les anciens modèles comme GPT-4o fonctionnaient comme le système 1. En revanche, O1 fonctionne davantage comme le système 2. Tout comme notre pensée analytique, il est capable de traiter des tâches complexes et d'ajuster son raisonnement en cours de route. Il a également été testé avec le test GPQA, qui est un test dans les domaines scientifiques, et ils ont invité des experts qui étaient diplômés d'un doctorat pour pouvoir participer eux aussi au test et pouvoir aussi comparer O1 aux résultats des humains. Et devinez quoi, il s'avère que O1 a surpassé les résultats des experts, devenant ainsi le premier modèle d'intelligence artificielle à le faire. Mais attention, ça ne signifie pas que O1 est plus compétent qu'un expert dans tous les domaines. Mais il a été pour le coup plus performant sur certains types de problèmes. Et d'ailleurs, on peut étendre cette réflexion, l'intelligence artificielle n'est pas plus intelligente que l'humain. Elle est simplement plus spécifique dans certains cas précis. Mais on n'est pas du tout encore arrivé au stade de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale ou encore la super intelligence. Mais ce qu'il faut observer attentivement, c'est l'opportunité que représentent des modèles comme O1 pour développer notre propre intelligence, développer notre productivité et notre économie. Comme le disait le prix Turing Yann Lequin, parrain de l'intelligence artificielle, le monde a besoin de plus d'intelligence. L'amplification de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle permettra une nouvelle renaissance, un nouveau siècle des Lumières. Prenez l'exemple de Rai Kudan, la romancière japonaise qui a eu un prix littéraire en début d'année 2024, alors qu'elle avait utilisé ChatGPT pour générer 5% du contenu de son livre futuriste, La Tour de Compassion de Tokyo. Et ça a suscité des questions éthiques.
les gens se sont dit est-ce qu'elle le méritait vraiment? Alors que la plupart des livres qui sont générés sur Amazon avec ChatGPT sont des livres de piètre qualité. En fait, Rai devait être nécessairement compétente pour pouvoir le faire. Elle devait faire preuve d'un sens de la qualité, d'un esprit critique pour marier convenablement la génération artificielle de ChatGPT à son œuvre artistique. Et donc ça n'enlève rien à son talent au final. Et même pour le jury qui lui a décerné ce prix littéraire, ils ont dit d'une telle perfection qu'il est difficile de lui trouver des défauts. L'intelligence artificielle peut être un levier extraordinaire pour accomplir plus et mieux. Et on va le voir par la suite avec les différents cas pratiques d'utilisation du nouveau modèle O1. L'intelligence artificielle va permettre de propulser notre travail à une seule condition, qu'on soit d'abord compétent. Dans les années à venir, une seule compétence sera décisive, la capacité à apprendre. Comme le soutiennent d'ailleurs l'UNESCO, l'OCDE et le World Economic Forum, apprendre à apprendre et connaître les mécanismes de notre cerveau, c'est-à-dire la métacognition, est la meilleure compétence que l'on peut développer au XXIe siècle. Et ça veut dire non seulement se préparer à maîtriser l'IA, mais aussi à exceller dans n'importe quel domaine. Et c'est pourquoi je t'invite à découvrir la notice métacognitive. Pour comprendre la nature de notre intelligence, sa supériorité face aux machines, et enfin les 4 piliers de l'apprentissage humain. Ne laisse pas cette révolution se faire sans toi. Profites-en gratuitement pour développer ta capacité d'apprentissage et prendre une longueur d'avance dans le monde de demain. Et ce monde, il évolue très vite. Les nouveaux modèles O1 sont particulièrement performants dans les domaines scientifiques et dans le développement informatique. Alors déjà, tous ceux qui disaient que ChatGPT n'était pas intelligent parce qu'il ne parvenait pas à compter le nombre précis de lettres dans un mot, eh bien c'est fini. On avait l'exemple du mot strawberry, donc fraise en anglais, où il y avait 3 R. Eh bien les modèles précédents n'arrivaient pas à compter le nombre précis de lettres. C'est du passé. Ces modèles de langage n'étaient pas faits pour ce genre d'utilisation, et donc en leur demandant ça, on les prenait un peu en défaut. De base, les LLM ne prennent pas en compte les caractères uniques. Ils prennent en compte ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, c'est des petits groupes de morceaux de mots. Donc c'est des morceaux de 2 ou 3 lettres. Et donc évidemment en leur demandant d'aller regarder à l'intérieur de ces tokens, c'était pas envisageable pour les LLM. Mais aujourd'hui, avec O1, c'est complètement différent, puisque O1 est capable d'avoir un raisonnement complexe et donc de remettre en cause les réponses qu'il va élaborer dans sa chaîne de pensée, et puis au final, il parvient à avoir la bonne réponse. Bon, ça c'est pour commencer gentiment, ça peut paraître assez simple pour nous humains, mais pour les modèles d'intelligence artificielle, souvent ce qui nous paraît le plus simple est en réalité bien plus compliqué. Pour continuer, on a l'exemple de Scott, PDG et cofondateur de Cognition. Ils ont développé Devon, le premier agent logiciel entièrement autonome. Devon est capable de créer des tâches à partir de zéro et de résoudre des problèmes comme le ferait un ingénieur logiciel humain. Et donc Scott est impressionné par le raisonnement quasi humain du modèle O1 en programmation, ce qui révolutionne le développement du logiciel. Il déclare: ce qui est vraiment excitant maintenant, c'est que chaque humain va être capable de construire beaucoup plus, et il y a tellement plus à construire. Jason Wei a montré qu'O1 peut coder un jeu en Python en quelques minutes. Contrairement aux versions précédentes, O1 réfléchit avant de générer le code, et c'est ce qui assure un résultat fiable. Le jeu fonctionne parfaitement et ça montre l'efficacité du modèle. De son côté, Catherine, généticienne à l'hôpital pour enfants de Boston, utilise O1 pour diagnostiquer des maladies génétiques rares. Elle traite des cas complexes où les patients sont comme des réfugiés médicaux. Et donc avec O1, elle peut analyser rapidement des gènes, obtenir des résumés intelligents et envisager différentes pistes. Et c'est ce qui accélère sa recherche et elle peut potentiellement sauver des vies. Catherine souligne: il est impossible d'être expert dans chaque gène, il y en a 20 000, donc on ne peut pas tout garder en tête, mais l'IA le peut. On continue avec Mario, physicien quantique, qui est également impressionné par O1. Il utilise le modèle pour résoudre des problèmes complexes en physique quantique, et donc O1 fournit des raisonnements mathématiques détaillés et corrects, et c'est ce qui permet à Mario de suivre le processus en ayant confiance sur le résultat final. Il dit: je peux suivre assez facilement le raisonnement, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le résultat et je peux simplement regarder ce qu'il fait. Mais ce n'est pas tout, O1 excelle aussi dans des tâches créatives et complexes. Par exemple, il est capable de rédiger un poème en respectant des contraintes linguistiques spécifiques que GPT-4 n'arrivait pas à satisfaire. Il peut gérer des puzzles mathématiques comme les nonogrammes en les créant et en les résolvant.
et ça montre sa capacité à planifier et à réfléchir en profondeur. Enfin, O1 a même réussi à déchiffrer et traduire une phrase coréenne qui était fortement corrompue, là où GPT-4 échouait totalement. Et ça démontre sa capacité à gérer des tâches de décryptage complexes grâce encore à son raisonnement avancé. On le voit avec ses cas pratiques, O1 va révolutionner la façon dont on travaille et aussi dont on apprend. Et dans les années à venir, il est certain que bon nombre de découvertes scientifiques, de progrès ou de projets innovants vont émerger grâce à l'apport des intelligences artificielles génératives. La raison fondamentale, c'est que ces modèles s'adaptent à nous. Ils sont en quelque sorte une extension de notre pensée, des outils à notre service afin d'atteindre nos objectifs. Et le plus surprenant, c'est que l'IA vient de résoudre un problème éducatif exprimé il y a de ça déjà plusieurs décennies. En 1984, Benjamin Bloom, psychologue américain spécialisé en pédagogie, exprime une réalité pour le moins frustrante. C'est le problème des 2 sigmas. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à faire en sorte que les élèves atteignent le plein potentiel de leur intelligence par manque de moyens. L'objectif de Bloom était de constamment optimiser l'enseignement et l'éducation, et donc il a voulu faire une expérience. Le principe était simple, quelle était la meilleure modalité d'apprentissage ? Ils ont donc fait 3 groupes. Le premier était un groupe totalement classique, dans une classe avec un professeur pour 30 élèves et des évaluations notées. Le second groupe était similaire au premier en tout point, à la différence près que l'on faisait ce qu'on appelle du mastery learning. Le mastery learning consistait à corriger le plus souvent possible les élèves. Au lieu de sanctionner avec des notes, on venait le plus souvent possible avec des évaluations formatives comme des rétroactions immédiates pour corriger l'apprenant et construire efficacement les savoirs. Et puis dans le dernier échantillon, on était sur les mêmes modalités pédagogiques que le second groupe, donc du mastery learning, avec des évaluations formatives, sauf qu'ici, il n'y avait qu'un seul professeur pour un seul apprenant. C'est ce que l'on appelle communément le tutorat. Alors c'était quoi les résultats ? Le groupe d'apprentissage par maîtrise, donc mastery learning, c'était un écart type de différence en termes de résultats par rapport au groupe conventionnel, c'est-à-dire le premier. Donc les élèves du second groupe ont dépassé de 84% les élèves du premier groupe. C'est énorme comme différence. Mais le pire, c'est pour le groupe tutoré. Il y avait 2 écarts types de différence avec le groupe conventionnel. C'est-à-dire que les élèves de cet échantillon ont dépassé 98% des élèves du groupe conventionnel. Alors à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est un gros problème. On ne peut pas fournir une dizaine de professeurs par classe. Ça paraît insensé et ça coûterait évidemment trop cher. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire pour avoir les meilleurs résultats chez les apprenants. C'est ce qui permettrait d'avoir des bacheliers à 12 ans, d'arrêter de faire perdre du temps à la jeune génération qui a l'envie, l'énergie et la soif d'apprendre. Mais c'est ce qui permettrait aussi, à terme, d'avoir une société avec des individus plus intelligents et plus innovants. Et d'ailleurs, ces résultats ne nous sont pas étrangers, on s'en doutait un peu. Les plus grands hommes de l'histoire ont pratiquement tous eu des mentors. Pour ne citer que, Léonard de Vinci a appris sous la supervision de Verrocchio, qui était un maître très réputé de l'époque. Henry Ford a appris avec Thomas Edison, et il y a plein d'exemples dans ce sens. Ils ont bénéficié d'une attention individuelle et des conseils avisés de leurs mentors, et ça a grandement contribué à leur succès. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? De quoi on parle depuis tout à l'heure ? L'intelligence artificielle et les LLM peuvent devenir de véritables assistants pédagogiques. Ils peuvent avoir des réponses à nos interrogations, nous guider, évaluer, planifier, préconiser. Ces algorithmes travaillent avec toute la connaissance écrite de l'humanité. Alors évidemment, ils ne sont pas parfaits, mais ça reste et demeure un allié de poids. L'intelligence artificielle ne se fatigue pas, n'a pas d'état d'âme, peut être sollicitée à 3 heures du matin. Le problème des 2 sigmas devient, avec l'intelligence artificielle, l'opportunité des 2 sigmas. Alors évidemment, il faut le faire en pleine conscience et pas se substituer à ce que l'on attend de nous dans les sphères académiques ou professionnelles. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que les réponses de ces LLM sont à la hauteur de vos instructions. Raikkonen n'aurait pas pu avoir ce prix littéraire si elle n'était pas intrinsèquement compétente. Pour tirer parti de l'IA, il faut être avant tout curieux, créatif, avoir un esprit critique, savoir communiquer et collaborer. Sinon, les échanges seront totalement infructueux. Sahil Khan, le fondateur de Khan Academy, est un exemple d'individu qui a compris ce que représentait l'intelligence artificielle pour l'éducation. Sa plateforme a pour objectif de fournir un contenu éducatif de qualité partout et pour tous. Elle cumule aujourd'hui près de 150 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Et à la sortie de ChatGPT, il s'est directement
appliqué à créer un assistant pédagogique intégré à sa plateforme. Et donc, en partenariat avec OpenAI, ils ont créé Kanmigo, qui est un assistant d'intelligence artificielle. Il ne comprenait pas les titres aguicheurs qui scandaient la mort de l'éducation et le remplacement par les machines. Pour lui, l'intelligence artificielle allait contribuer à rendre les humains plus intelligents et plus rapidement. Et donc, Kanmigo ne donne pas les réponses, mais il accompagne individuellement, à l'échelle de millions d'utilisateurs, précisément sur les problématiques de chaque étudiant. Il vient attirer l'attention de l'apprenant sur ses éventuelles erreurs, sur des voies empruntées, sur des choses à considérer. Je pense que Benjamin Bloom serait très heureux de voir ce qui est fait aujourd'hui et que son problème est devenu finalement une opportunité. Mais la série de nouveaux modèles d'OpenAI O1 et leurs successeurs ont évidemment le potentiel d'aller encore plus loin, en assistant cette fois-ci les humains les plus intelligents de cette planète. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, et c'est ce que les chercheurs font tous les jours. Sont disponibles dès à présent les modèles O1 Preview pour donner un aperçu de ce qui arrive avec le véritable O1, et O1 Mini, un modèle plus petit et plus rapide. En revanche, les fonctionnalités multimodales comme la navigation sur le web, le fait d'analyser des images ou des fichiers PDF n'est pas encore disponible pour le moment, et donc GPT-4o sera encore très pertinent pour de nombreuses tâches à court terme. N'oubliez pas d'accéder gratuitement à la notice métacognitive pour apprendre à apprendre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis curieux de savoir vos avis en commentaire sur les nouveaux modèles et comment vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien. N'oubliez pas de liker et vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt.